Mon oncle par alliance m'a poussé contre le mur, lors d'une violente dispute concernant un héritage. En ricanant que les autorités locales prendraient toujours son parti. Sans savoir que j'étais le chef de la police de la ville. Le verre ne s'est pas tant brisé, qu'il ne s'est fendu. Une fissure nette, en plein milieu de la photo de mariage de mes grands-parents. Traversant directement leurs deux bouches souriantes. Et pendant 3 longues secondes, personne dans cette cuisine n'a fait le moindre bruit. Il était 16h12, un mardi après-midi, 6 jours après l'enterrement de ma grand-mère. Et je tenais encore l'endroit sur mon épaule, là où Warren m'avait bousculé. Assez fort pour faire tomber le cadre de son clou. La maison avait une odeur étrange. La bougie à la lavande de grand-mère Gio avait refroidi, remplacée par l'odeur de caoutchouc brûlé. Des roues d'un diable de déménagement Huol traînaient sur son parquet. Ma cousine Nadia restait figée près du comptoir, le téléphone levé. Son pouce blanchi sur le bouton d'enregistrement. Elle appuyait apparemment dessus, depuis que Warren avait franchi la porte d'entrée. 20 minutes plus tôt. Warren, de son côté, respirait encore fort, le torse bombé. Un doigt pointé dans les airs à 1 centimètre de mon visage. Il était assez près, pour que je puisse sentir sur lui, l'odeur du café de station-service. « Vas-y », a-t-il dit, d'une voix assez forte pour que le mot résonne contre les placards. « Appelle quelqu'un. On verra bien qui ils vont croire. C'est ma ville. Mon grand. La moitié de ce commissariat a déjà dîné à ma table. Je n'ai encore rien dit. Je me suis penché, j'ai ramassé la photo fendue, et je l'ai posée doucement sur le comptoir. Car même à cet instant, une part de moi refusait de laisser mes grands-parents face contre terre sur le sol. Je ne le savais pas encore, mais cet appel téléphonique, que Warren me mettait au défi de passer. Et celui qu'il passerait lui-même, 20 minutes plus tard à son beau-frère. Finirait par lui coûter bien plus cher, qu'un simple diable rempli de meubles volés. Cela coûterait également à d'autres personnes dans cette ville. Bien plus que ce qu'elle s'attendait à perdre. J'étais le chef de la police d'Alder Springs, depuis un peu plus de 3 ans. Et policier dans cette ville, depuis 11 ans. Quand ma grand-mère est décédée dans son sommeil, un jeudi de mars. Alder Springs est le genre d'endroit où le cousin issu de germain de chacun travaille à la centrale d'appel, et où le maire m'appelle encore, par le surnom que j'avais en CM1. Ce qui signifiait que presque personne, en dehors de mon propre service, ne savait ce que je faisais vraiment dans la vie, à moins d'avoir une raison de le découvrir. Grand-mère Joséphine Callahan m'avait élevé, pendant 6 ans de mon enfance. Pendant que ma mère enchaînait les gardes doubles, dans un hôpital situé à 40 minutes de là. Et j'avais de toute façon passé la plupart des dimanches après-midi, de ma vie d'adulte. À la table de sa cuisine. À boire le café qu'elle brûlait toujours un peu exprès, parce qu'elle en aimait le goût. Et à glisser des miettes, dans une boîte à biscuits en céramique ébréchée, en forme de coque. Personne dans la famille n'en comprenait l'attrait, mais tout le monde l'adorait secrètement. Sa maison avait toujours le même poêle vert avocat datant de 1987, et un tiroir à bric-à-brac. Rempli d'élastiques, de piles mortes, et d'une liste de courses à moitié terminée. Rédigée avec son écriture bouclée, beurre, timbre, demandé à Rennes pour les gouttières. Je l'ai retrouvée des semaines plus tard, et je n'ai pas pu la jeter. Ma cousine Nadia, 24 ans, étudiante en soins infirmiers. Qui avait l'habitude de raconter ses propres pensées à voix haute, quand elle était nerveuse. Avait pratiquement vécu dans la maison ces derniers mois. Elle aidait grand-mère Gio à gérer ses médicaments. Ainsi que son refus obstiné d'utiliser le monte-escalier, que ma mère avait installé. Warren était le mari de ma tante Paulette, mon oncle par alliance, et non par le sang. Et tout le monde dans la famille, avait toujours ressenti cette différence. Sans jamais le dire à voix haute. Il possédait une entreprise d'aménagement paysager en difficulté, à 2 villes de là. Il se présentait pour Thanksgiving la plupart des années, ignorait tout le reste. Et avait une façon de parler de la famille, qui semblait toujours revenir, en fin de compte, à l'argent. Il estimait que la famille lui était redevable, ne serait-ce que pour sa présence. C'est pourquoi, cela avait semblé sur le moment être une petite et bonne chose.
Lorsqu'Warren a commencé à rendre visite à grand-mère J.O. Il venait 2, et parfois 3 fois par semaine, durant ces 4 derniers mois. Paulette disait qu'il avait eu une sorte de prise de conscience sur la mortalité. Après le décès de son propre père, l'année précédente. Nadia trouvait cela adorable, et me l'avait dit au téléphone, sincèrement heureuse. Que Warren prenne enfin ses responsabilités. J'ai trouvé cela un peu étrange. Warren n'était pas un homme porté sur les remises en question. Mais je me suis dit que les gens vous surprennent. Et le fait qu'une femme mourante, ait plus de compagnie, n'était pas une chose que j'allais remettre en cause, à voix haute. Je me souviens d'un dîner, cet hiver-là, où Warren a demandé, d'un ton presque trop désinvolte, combien grand-mère J.O. pensait que la maison pourrait valoir, si jamais on en arrivait là. Paulette a balayé la remarque en riant, disant qu'il était simplement pragmatique. J'ai laissé couler, moi aussi. Ce fut le premier signal d'alarme, que j'ai laissé passer. Et ce ne serait pas le dernier. La lecture du testament a eu lieu, 4 jours après les funérailles. Dans le bureau de l'avocate Delia Marsh, au-dessus de la quincaillerie de la rue Fenwick. C'était une pièce qui sentait l'encre d'imprimante, et les menthes poivrées, qu'elle gardait dans une coupelle près de la porte. Le testament était simple et ancien, mis à jour une seule fois, 6 ans plus tôt. La maison, ainsi que le modeste compte d'épargne, revenaient à Nadia et moi, divisés à parts égales. Warren n'y était pas mentionné. Il ne s'y attendait pas, selon Paulette. Mais il s'est tout de même présenté chez grand-mère J.O., le lendemain matin. Avec un diable de location, et un bloc-notes rempli de post-it jaunes. Il revendiquait des objets pour les revendre, avant même que les fleurs sur le porche n'aient fini de se faner. Nadia et moi étions à la table de la cuisine, cet après-midi-là, en train de trier la boîte à bijoux de grand-mère J.O. Nous essayions de déterminer quelle bague avait une valeur sentimentale, et lesquelles n'étaient que de la pacotille, quand Warren a fait irruption. Il a décollé mon post-it du vaisselier, et y a plaqué sa propre note par-dessus. Comme pour marquer son territoire. C'est à moi. Ça a toujours été censé être à moi. Le testament a déjà été lu, Warren, lui ai-je dit, en gardant une voix calme. Tu le sais. Tu étais là. Je sais ce que j'ai entendu, a-t-il dit. Je sais aussi ce que ta grand-mère m'a dit elle-même, assise juste là, à cette table. Bien plus de fois que tu ne voudrais le croire. Il ne me regardait pas quand il a dit ça. Il regardait le vaisselier. Alors, c'est une conversation pour l'avocat, ai-je répondu. Pas pour un diable de déménagement. Sa mâchoire s'est crispée, de cette façon dont je me souvenais. Lors des dîners de fête de mon enfance, juste avant qu'il ne commence à élever la voix. À propos d'un sujet dont personne d'autre à table ne se souciait. Tu n'as pas à me faire la morale ? Sur la façon dont les choses fonctionnent dans cette famille. Tu te pointes le dimanche. Et tu penses que ça fait de toi l'expert, sur ce que ta grand-mère voulait. Il s'est approché, assez près pour que je puisse sentir le café dans son haleine. Mon beau-frère siège à la commission du comté. La moitié du bureau du shérif a dîné à ma table. Si tu appelles qui que ce soit, ils te riront au nez, et te mettront à la porte du commissariat. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas reculé non plus, ce qui a semblé empirer les choses. Il a attrapé mon épaule, et m'a repoussé contre le mur. Assez fort pour faire tomber la photo de mariage de mes grands-parents, directement de son clou. La cuisine est devenue d'un silence de mort, à l'exception de la forte inspiration de Nadia. Derrière son téléphone. Comme je le découvrirai quelques minutes plus tard, il enregistrait discrètement depuis la seconde où il avait franchi la porte d'entrée. Warren a pointé un doigt dans ma direction, la poitrine haletante. Se nourrissant clairement de son propre élan à présent. Vas-y, appelle les flics. Ils me connaissent dans le coin. Ils ne te connaissent pas. Je me suis penché, j'ai ramassé la photo fendue, et je l'ai posée doucement sur le comptoir. Ensuite, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le porte-carte de mon insigne. Et je l'ai ouvert juste à côté de mon visage. Assez lentement pour qu'il ait amplement le temps, de lire attentivement chaque mot inscrit dessus.
Chef de la police, mon nom. Imprimé sous un bâtiment devant lequel il était presque certainement passé, une centaine de fois. En voiture, sans jamais lever les yeux. Son visage est passé par environ 4 nuances différentes, de rouge et de gris. C'est. Tu n'es pas depuis quand? Depuis 3 ans, ai-je dit. Vas-y, appelle ton gars. L'orgueil ou la panique a pris le dessus, car il l'a vraiment fait. Il a composé le numéro du centre d'appel, juste là, dans la cuisine de grand-mère J.O. Le téléphone sur haut-parleur, sans même s'en rendre compte. Il a exigé de parler à la personne en charge, au sujet du harcèlement d'un type qui prétendait être de la police. Il y a eu une courte pause, des bruits de frappe au clavier. Puis la voix de la répartitrice a retenti, toujours aussi calme. Monsieur. Je vois que cette adresse est enregistrée comme étant la résidence familiale du chef. Souhaitez-vous que j'envoie une unité sur place? Warren a baissé les yeux vers le téléphone, comme s'il l'avait physiquement mordu. Nadia a retourné son propre écran, pour qu'il puisse se voir 30 secondes plus tôt. En pleine bousculade, disant avec une confiance absolue que, ils ne te connaissent pas. Je lui ai dit qu'il avait exactement le temps, qu'il me faudrait pour trouver la pelle à poussière. Pour prendre son diable, ses post-it, et dégager de la maison de ma grand-mère. Sinon, la conversation suivante aurait lieu en ville, officiellement enregistrée. Devant des gens qui savaient précisément qui j'étais, et précisément qui il n'était pas. Il était parti, avant même que je ne trouve cette pelle. 2 semaines plus tard, ma propre banque a appelé. Non pas au sujet des comptes de grand-mère J.O., mais des miens. Pour signaler une demande inhabituelle. Quelqu'un, prétendant être un membre de la famille, avait contacté la banque de Joséphine. Cette personne demandait le solde, et l'historique des transferts sur son compte. En utilisant des détails si précis. Que le directeur de l'agence, un homme à la voix douce nommé Curtis, qui connaissait ma grand-mère depuis 20 ans, était devenu nerveux. Il avait alors extrait le relevé complet des 6 derniers mois, avant de divulguer quoi que ce soit. Je me suis assis en face de lui, à son petit bureau orné d'une fausse plante. Et il m'a glissé l'imprimé, sans croiser mon regard. Je veux être franc, chef. J'ai remarqué quelque chose, il y a quelques semaines. Et je ne savais pas à qui il incombait de le signaler. Il a tapoté 4 lignes distinctes avec son stylo. 4 transferts au cours des 3 derniers mois de Joséphine, pour un total de 4,000 $. Acheminés vers un compte appartenant à Marisol Vega. Je me suis dit que c'était probablement une allocation de soins. Quelque chose d'organisé et d'oublié, et j'ai dit quelque chose dans ce genre, à voix haute. C'est possible, a dit Curtis prudemment. Sauf pour celui-ci. Il a tapoté le 4e transfert. 2,000 $ à lui seul, traité 9 jours avant que Joséphine n'entre à l'hôpital. À côté, de sa propre écriture datant de ce jour-là, se trouvait une note qu'il avait apparemment prise sur le moment. La main de la cliente semblait tremblante, confirmée verbalement avant traitement. Tremblante. Pas l'écriture assurée, penchée vers la gauche, que j'avais connue toute ma vie. Celle figurant sur 6 années de carte de vœux. Qui reposait encore dans une boîte à chaussures chez moi. Mon estomac est descendu, quelque part au niveau de mes genoux. Vous n'étiez pas obligé de me montrer ça, ai-je dit. Elle glissait toujours des bonbons au caramel à mes enfants, lors du défilé du 4 juillet. Chaque année, a répondu Curtis, comme si cela expliquait tout. Et honnêtement, c'était le cas. 11 jours après l'incident de la cuisine, une lettre est arrivée. D'un cabinet d'avocats situé à 2 comtés de là. Warren contestait le testament. En pièce jointe, se trouvait la photocopie d'un codicile manuscrit. Daté de 3 semaines avant la mort de grand-mère J.O. Il lui léguait la maison, en reconnaissance de ses soins dévoués, au cours de ces derniers mois. Il aurait été signé devant Marisol Vega, l'aide-soignante à domicile. Que la famille avait engagé cet hiver-là, pour assister Joséphine le matin. J'ai appelé Delia Marsh, avant même d'avoir fini de le lire une 2e fois. Ça ne peut pas être vrai, ai-je dit. Elle était à l'hôpital pendant toute cette période, à cause d'une pneumonie. Depuis des jours.
J'y étais. Les codicilles de ce genre sont contestés tout le temps, et la plupart ne tiennent pas la route. A déclaré Delia, sans méchanceté, mais sans être réconfortante non plus. Celui-ci pose un vrai problème, cependant. S'il est daté pendant un séjour à l'hôpital documenté. Et que Marisol Vega témoigne, qu'elle a assisté à une signature à la maison à cette date. Nous avons une contradiction, qui joue largement en notre faveur. Si elle ne témoigne pas, ou si elle témoigne dans l'autre sens, cela deviendra beaucoup plus compliqué. Que ça ne devrait l'être. J'ai appelé Marisol moi-même, à 2 reprises. Les 2 fois, aucune réponse. La 3e fois, j'ai reçu un texto en retour, de quelques mots seulement. Je ne peux pas parler. Je me suis dit que ce n'était rien, que peut-être elle était juste mal à l'aise. D'être entraînée dans une querelle familiale, qui n'était pas la sienne. J'ai dit la même chose à Nadia, au téléphone ce soir-là, et aucun de nous deux n'y croyait vraiment. À la 3e semaine, il ne s'agissait plus du tout de la maison. Mais c'est devenu une affaire concernant mon insigne. Une plainte officielle a atterri sur le bureau de la commission de police d'Alder Springs. Déposée par Warren. Elle alléguait que j'avais utilisé ma position de chef pour intimider un civil. Lors d'un litige immobilier familial d'ordre privé. Plus précisément. J'aurais sous-entendu qu'il ferait face à des représailles de la part du commissariat. S'il ne quittait pas la maison de grand-mère J.O. J'ai été convoqué dans une salle d'interrogatoire dépouillée, dans le bâtiment du comté. Pour m'asseoir face au capitaine Harlan Bixby. Ce dernier s'occupait des enquêtes des affaires internes. Pour le bureau du shérif du comté depuis 16 ans. Avant qu'Alder Springs ne l'emprunte pour des affaires comme celle-ci. Et ce, précisément parce qu'il n'avait aucune raison de faire de cadeau à un habitant du coin. Je ne suis pas ici pour vous mettre à l'aise, m'a-t-il dit, en posant un bloc-notes jaune entre nous. Je suis ici pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Racontez-moi tout. À partir du moment où il est arrivé. C'est ce que j'ai fait, dans l'ordre, sans fioriture. Il m'a interrogé spécifiquement sur la bousculade, où sa main s'était posée. Si j'avais moi-même élevé la voix en premier, et si je m'étais identifié comme chef. Avant ou après qu'il ne m'ait menacé. Je lui ai tout dit. Je me disais que ce serait une simple formalité, une affaire classée en moins d'une semaine. Dès que quelqu'un examinerait les faits réels, et je l'ai même exprimé à haute voix. Bixby n'a pas levé les yeux de ses notes. Les plaintes de ce genre sont rejetées en une semaine, quand il n'y a rien derrière elles. A-t-il dit. Mais celle-ci est soutenue par un commissaire. Ça modifie mon calendrier, pas ma conclusion. Mais ça modifie mon calendrier. Ce commissaire était Roy Vance, le beau-frère de Warren. Qui en était à son 3e mandat au conseil du comté. J'ai découvert à quel point il était impliqué, grâce à mon propre chef adjoint, Omar Delgado. Il m'a intercepté sur le parking, après une réunion budgétaire dont j'ignorais même la tenue. Tu dois voir ça, a dit Omar, en me tendant son téléphone. C'était une photo prise au restaurant de la route 9. On y voyait Vance, ainsi qu'un homme en polo de golf, les têtes penchées ensemble autour d'un café. Le genre de rencontre à laquelle on ne prête aucune attention, jusqu'à ce que l'on sache que l'homme au polo de golf est le directeur régional de Century Lines Solutions. Il s'agissait d'un prestataire privé, qui proposait discrètement au comté de reprendre les services de régulation des urgences. 2 fois ce mois-ci, a ajouté Omar, même cabine. Et Vance a répété à tous ceux qui voulaient bien l'entendre au comptoir que la ville mérite une meilleure surveillance du commissariat. Le même mois où il est censé voter le budget de l'année prochaine. Qui inclut justement la proposition de Century Lines. Ma gorge s'est nouée. Tu penses que c'est lié à la plainte de Warren? Je pense que le timing est terriblement pratique, a répondu Omar. Je pense qu'un scandale donne à une meilleure surveillance une apparence raisonnable. Aux yeux de 5 commissaires qui, autrement, auraient ri au nez de Century Lines. Et à la 4e semaine, c'était devenu public. Le Fenwick County Ledger a publié 4 paragraphes sous le titre. Le chef de la police d'Alder Springs sous le coup d'une enquête de la commission.
En plein litige immobilier familial. Techniquement exact, et complètement trompeur. Le genre d'article qui ne dit rien, mais qui sous-entend tout. Le groupe Facebook de la communauté de la ville a fait le reste gratuitement. Des étrangers avec qui j'étais allé au lycée, donnaient leur avis. Sur une version des faits dont aucun d'entre eux n'avait été témoin. J'ai arrêté d'aller à l'épicerie de la route 9 pendant les heures de pointe. Car je ne supportais plus ce silence particulier. Qui tombait sur le rayon des fruits et légumes quand les gens me reconnaissaient. J'ai essayé de prendre les devants. Une seule déclaration calme et factuelle au journal. Expliquant que la plainte faisait l'objet d'un examen formel. Et que j'accueillais favorablement cette enquête. Vance l'a cité lors de la réunion suivante de la commission. En y ajoutant sa propre interprétation par-dessus. Quelque chose du genre, le chef lui-même admet. Qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être examiné. Omar m'a raconté plus tard, la mâchoire serrée. Que 3 des 5 commissaires avaient commencé à se montrer. Sensiblement plus réceptifs à la proposition de Centuriline, qu'ils ne l'étaient un mois plus tôt. Mes mains ne cessaient de trembler, sur le chemin du retour ce soir-là. Je me suis garé dans mon allée, et je suis resté assis là pendant 10 minutes. Avant de pouvoir me forcer à rentrer à l'intérieur. Ma tante Paulette s'est pointée chez moi, à l'improviste, le dimanche précédant les audiences. Elle portait toujours ses vêtements d'église, assise raidement sur le bord de mon canapé. Comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à rester longtemps. Elle ne m'avait pas parlé directement, depuis l'épisode de la cuisine. Tout était passé par Warren, ou par Nadia, ou par personne du tout. Il ne m'a pas parlé du codicille, avant que la lettre de l'avocat ne soit envoyée, a-t-elle dit, en triturant son alliance. Je veux que tu le saches. Je l'ai découvert le même jour que toi. Je la croyais, en grande partie. Bien que j'ai remarqué qu'elle n'avait toujours pas dit qu'il mentait. Seulement qu'elle n'était pas au courant. Savais-tu qu'il empruntait? En se servant de l'entreprise d'aménagement paysager comme garantie? Ai-je demandé. Delia a trouvé un privilège, déposé contre l'entreprise à l'automne dernier. Le visage de Paulette a affiché une expression complexe. Pas tout à fait de la surprise, mais plutôt l'acceptation d'un fait. Qui venait s'emboîter dans un scénario, qu'elle avait déjà à moitié construit dans son esprit. Sans se permettre de le regarder en face. Il m'a dit que l'entreprise avait des difficultés. Il n'a pas dit à quel point. Elle est restée silencieuse un moment, fixant un poing sur mon tapis. Ce n'est pas un monstre, Warren. Il a grandi en voyant son propre père être ignoré. Pour des choses qu'il pensait mériter. Il a passé 30 ans terrifié. À l'idée de finir fauché et insignifiant. Et la famille de ma mère l'a toujours traité comme une roue de secours à chaque fête. Et je les ai laissés faire. Parce que c'était plus facile, que de se battre pour ça. Elle a levé les yeux vers moi. Ça ne rend pas ce qu'il a fait juste. Je le sais. J'ai juste besoin que tu comprennes. Que ce n'était pas seulement de la cupidité. Une part de ça. C'était de la peur déguisée en cupidité. Et je ne sais plus. Où s'arrête l'une et où commence l'autre. Je n'avais rien de réconfortant à lui offrir. Il a porté la main sur moi, Paulette. Dans la cuisine de grand-mère. Cette partie n'est pas compliquée. Peu importe ce qui se passe d'autre avec lui. Je sais, a-t-elle répondu, et pour la première fois, sa voix s'est brisée. Je le sais aussi. Elle est partie sans me demander d'être indulgent envers lui. Je ne m'y attendais pas, et cela m'en a dit bien plus, que tout ce qu'elle avait pu formuler. Les professionnels ont agi vite, une fois impliqués. Et ils étaient plus nombreux que je ne l'avais imaginé, chacun apportant une pièce différente. Du même puzzle. L'avocate de Delia Marsh a fait appel au docteur Anton Weiss, un expert en documents médico-légaux. Celui-ci possédait 22 ans d'expérience dans l'analyse de signatures douteuses pour le barreau de l'État. Afin de comparer le codicille, à 6 échantillons vérifiés de l'écriture de Joséphine Callahan. Des listes de courses, une carte d'anniversaire, et un formulaire de consentement médical signé. Provenant de l'hôpital lui-même. Il a appelé le bureau de Delia directement,
pour lui faire part de ses conclusions. Avant même que le rapport écrit ne soit terminé. Elle l'a mis sur haut-parleur, pour que je puisse l'entendre aussi. Des incohérences significatives dans la pression du trait, la formation des lettres. Et la ligne de base, a-t-il déclaré. Avec la voix posée d'un homme qui avait prononcé cette phrase exacte. Lors d'une centaine de dépositions. Incompatible avec les échantillons de référence. J'ai également effectué un test de vieillissement de l'encre et du papier. À 2 reprises, car je voulais être certain. Avant d'y apposer mon nom. Le type de papier du document est postérieur de plusieurs semaines. À la date qui y est inscrite. Quiconque a écrit ceci, ne l'a pas fait à la date prétendue. Une fois que le silence de Marisol a dépassé une semaine. L'enquêteur de Delia a contacté la police d'État. L'affaire a atterri entre les mains de l'inspectrice Corinne Ashby, qui avait passé 9 ans à enquêter sur des crimes financiers, avant même que le comté de Fenwick n'ait besoin d'elle. C'est Ashby qui a finalement retracé les transferts bancaires signalés par Curtis. Jusqu'à un compte joint, que Warren partageait avec Paulette. Et c'est elle qui a finalement réussi à avoir Marisol au téléphone. Quand personne d'autre n'y parvenait. La juge Myriam Ostrander siégeait au tribunal des successions du comté, depuis 11 ans. Elle avait la réputation de perdre patience, face à ce genre de manœuvre. Et elle a fixé une date d'audience, pour la contestation du testament. Il s'est avéré que ce fut la même semaine, que l'examen de ma propre commission. Ce qui signifiait que j'ai passé la plupart de mes soirées ce mois-là. À osciller entre la préparation d'une défense pour ma propre conduite. Et la tentative d'aider Delia à monter un dossier, pour une succession. Qui n'aurait jamais dû être compliqué à l'origine. Au moment où les 2 audiences ont été fixées, le dossier que Delia gardait sur son bureau était devenu assez épais pour nécessiter une deuxième pince double clip. On y trouvait le rapport médico-légal de 9 pages du docteur Weiss, le relevé bancaire de 6 mois. Avec l'annotation manuscrite de Curtis toujours visible sur la photocopie. Les dossiers d'admission et de sortie de l'hôpital, établissant la fenêtre de 4 jours. Durant laquelle Joséphine était incapable de tenir un stylo. Il y avait aussi un registre de chaînes de possession. Documentant chaque main par laquelle le codicille original était passé. Depuis que l'avocat de Warren l'avait déposé au tribunal. Delia avait également assigné les relevés bancaires de Warren. Dès que l'implication de l'inspectrice Ashby l'a permis. C'est ainsi que le paiement de 5,000 $ à Marisol a fait surface officiellement. Il était divisé exactement comme Marisol l'avait décrit, 2,000 $ tout rond, puis 3,000 $ tout rond, à 6 semaines d'intervalle. Pas de facture, pas de note, rien qu'un numéro de routage et une date. La crise a éclaté d'un seul coup. Comme c'est souvent le cas pour ces choses-là, lorsque l'on passe des semaines à s'y préparer. Et que c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, pire que ce que l'on avait imaginé. L'audience du conseil d'examen de la commission, ainsi que l'audience de succession, ont été programmées pour le même jeudi. Elles ont été annoncées avec 4 jours de préavis. Ce qui signifiait que j'avais moins d'une semaine. Pour aider Delia à finaliser le dossier de la succession. Le tout, en me préparant à défendre mon insigne devant 5 personnes. Dont l'une tentait d'ailleurs activement, de couper les vivres à mon commissariat. 2 jours avant ces audiences, la commission a voté, par 3 voix contre 2. Mon placement en congé administratif payé, en attendant l'issue de l'enquête en cours. Un détail technique, qui ressemblait tout de même à un verdict public. Que ce soit voulu ainsi ou non. J'ai dû remettre mon arme de service et mon insigne à Omar, sur le parking du commissariat. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai tâtonné le fermoir de l'étui à 2 reprises. Il s'est alors approché, et l'a fait pour moi, sans un mot. Ce n'est pas fini, a-t-il dit doucement, sans lâcher l'étui tout de suite. Tu le sais. Je sais, ai-je dit. Je n'avais pas l'impression de savoir quoi que ce soit. Ce jour-là, Marisol Vega a complètement cessé de répondre à l'enquêteur de Delia. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'avais environ 24 heures, avant que l'audience ne commence. J'avais un rapport médico-légal qui prouvait un faux, mais pas qu'il avait falsifié.
Et un témoin clé, qui était devenu muet, juste au moment où c'était le plus important. La voix de Delia était plus tendue que je ne l'avais entendue de tout le mois. Lorsqu'elle a appelé ce soir-là. Si Marisol ne se présente pas volontairement avant jeudi. Nous irons seulement avec l'analyse du document. C'est solide. Mais l'avocat de Warren a déjà laissé entendre qu'il ferait valoir que le rapport du docteur Weiss n'est que l'opinion d'un expert. Contre un document signé par un témoin. Je me suis assis dans ma propre cuisine ce soir-là, pas dans celle de grand-mère Gio. Et j'ai fait une liste de tout ce qui pourrait mal tourner. Mon insigne, la maison, Marisol, le vote du budget prévu dans 3 semaines. Que Vance comptait clairement influencer en faveur de Century Lynn, grâce à ce scandale. Je n'ai pas pu respirer correctement, pendant la majeure partie de la soirée. Mon téléphone a vibré à 23h40. J'ai eu l'estomac noué, avant même de regarder l'écran. C'était Marisol. Elle est venue au bureau de Delia le lendemain matin, un mercredi. Moins de 24 heures avant les 2 audiences. Et elle a apporté son propre téléphone. Warren l'avait payé 5,000 $ en espèces, a-t-elle dit, en 2 versements. Le deuxième avait été remis, la même semaine où le codicille a fait surface. Il lui avait dit que c'était pour la remercier de s'être occupée de Joséphine. Puis il lui avait demandé, presque gentiment au début, si elle se souvenait d'avoir aidé Joséphine. Avec des formalités administratives, vers la fin. Lorsqu'elle a répondu qu'elle ne se souvenait de rien de tel, il a continué à poser des questions. De manière plus spécifique à chaque fois. Il décrivait exactement ce dont elle était censée se souvenir. Jusqu'à ce que le souvenir qu'il voulait, devienne plus facile à répéter, qu'à contester. Elle avait eu peur de perdre de futurs clients. Si elle causait des ennuis à une famille bien connectée. Elle craignait également un procès, dont Warren l'avait vaguement menacé. Si elle allait raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, elle avait signé la ligne des témoins sur un formulaire, qu'il lui avait tendu. Sans le lire entièrement, en se disant que c'était probablement sans importance. Ce qui a fait basculer les choses, a-t-elle dit. C'est un appel téléphonique 2 jours avant l'audience. Warren l'a appelé pour revoir son histoire une fois de plus, et il s'est montré frustré. Lorsqu'elle a trébuché sur un détail qu'il lui avait dicté. Elle avait enregistré cet appel, les mains tremblantes en retrouvant le fichier. Elle avait commencé à enregistrer ses appels avec lui, des semaines plus tôt, discrètement. Une part d'elle-même savait déjà alors qu'elle pourrait avoir besoin d'une preuve de ce qui lui arrivait réellement. Et pas seulement de ce qu'il voulait qu'elle raconte. Je n'arrêtais pas de me dire que j'allais le supprimer, a-t-elle déclaré. Je ne l'ai jamais fait. L'enregistrement durait 4 minutes et 11 secondes. La voix de Warren, indubitable, lui expliquant ce qu'elle devait dire. Si quelqu'un de la succession posait des questions sur le jour, où Joséphine avait signé le papier. Il la coachait sur une date, qu'elle était censée confirmer sous serment. Une date à laquelle, comme le prouvaient les dossiers de l'hôpital. Joséphine était branchée à une perfusion, dans une chambre à 40 minutes de là. Incapable de tenir un stylo de manière assez stable, pour signer quoi que ce soit. L'audience d'homologation a eu lieu jeudi matin. La juge Ostrandé a écouté le docteur Weiss, exposer ses conclusions médico-légales. Puis ce fut le tour de Marisol Vega, qui témoignait désormais sans se cacher. De décrire exactement comment le codicille avait vu le jour. Et enfin l'enregistrement lui-même. Il a été diffusé une fois, dans une salle d'audience devenue complètement silencieuse. Seule la voix de Warren résonnait, façonnant de toutes pièces un faux souvenir. L'avocat de Warren a brièvement essayé de faire valoir que l'enregistrement avait été fait à l'insu de son client. Et qu'il ne devrait pas être recevable. La juge Ostrandé n'y a prêté aucune attention. Monsieur Pruitt était conscient qu'il parlait au téléphone, a-t-elle déclaré. Qu'il est présumé que la conversation était privée. N'est pas le problème de ce tribunal. Monsieur Pruitt, a-t-elle poursuivi. Une fois l'enregistrement terminé, d'un ton qui trahissait une impatience palpable. Depuis déjà 3 phrases, je siège à ce tribunal depuis 11 ans. Je ne dis pas cela souvent. Mais j'aimerais que le greffe note
qu'il s'agit là d'une des tentatives de fraude à la succession les plus effrontées que j'ai personnellement examinées. Elle a invalidé le codicille, restauré le testament original dans son intégralité, et a renvoyé l'affaire au bureau du procureur. L'inspectrice Ashby, assise 2 rangées derrière Delia, était déjà debout, avant même que le marteau n'ait fini de s'abattre. 3 semaines plus tard, Warren a été inculpé de 2 chefs de falsification, d'un chef d'exploitation financière de personnes âgées, et d'un chef de subornation de témoins, avec une caution fixée à 15 000 $. Le bureau du procureur a refusé d'inculper Marisol, citant l'enregistrement lui-même comme preuve de coercition, plutôt que de complicité. C'est un fait qu'Ashby m'a communiqué personnellement, en ajoutant que Marisol lui avait demandé de me faire savoir qu'elle était désolée. Et j'ai dit à Ashby de lui transmettre en retour qu'elle n'avait plus à s'excuser de quoi que ce soit. Ma propre audience a eu lieu ce même après-midi. Il a fallu moins de 20 minutes au capitaine Bixby pour présenter au conseil le journal des appels, la vidéo de Nadia, et une déclaration sous serment de la répartitrice en charge. Celle-ci confirmait qu'elle avait proposé d'envoyer une unité, et qu'elle n'avait subi aucune pression pour le faire. Il s'agissait du protocole standard pour toute résidence signalée avec un historique de conflits familiaux. Ce qui est ressorti au cours du processus, presque incidemment, est une trouvaille de l'équipe de Bixby lors de la vérification de la chronologie des dossiers de divulgation financière montraient que le commissaire Roy-Vance détenait une participation de consultants non déclarés dans Centuriline Solutions. C'était exactement le prestataire à qui sa propre proposition aurait confié le contrat de régulation du comté. Cela avait été déposé le même mois, où il avait commencé à militer publiquement pour une surveillance de mon commissariat. Le conseil ne s'est pas contenté de rejeter la plainte contre moi. Ils en ont ouvert une nouvelle contre lui. Vance a démissionné de la commission 11 jours plus tard, avant que le conseil d'éthique du comté ne puisse voter pour sa destitution. La proposition d'externalisation des services de régulation est morte dans l'œuf, sans même un second vote. Mon insigne m'a été rendu dans une enveloppe, avec une lettre officielle de disculpation. Omar a insisté pour l'encadrer, et l'a accroché dans la salle de pause, à moitié pour plaisanter. Warren a plaidé coupable 2 mois plus tard, plutôt que de risquer qu'un jury n'entende cet enregistrement dans son intégralité. 18 mois de prison, dont la moitié avec sursis, une restitution de 9 000 $ partagés entre la succession et Marisol, et un casier judiciaire permanent. Ce dernier le poursuivrait à chaque appel d'offres d'aménagement paysager qu'il soumettrait à l'avenir. Paulette a demandé le divorce, la semaine suivant son plaidoyer. Elle l'a fait discrètement, sans faire de déclaration à quiconque, et a déménagé dans une location à 2 rues de son ancienne église. Elle a envoyé une carte à Nadia à Noël. Elle ne m'en a pas envoyé, j'ai compris pourquoi, et je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je suis retourné à la maison de grand-mère Gio le week-end suivant, juste Nadia et moi. Nous devions terminer le tri, que nous avions commencé le jour où Warren avait franchi cette porte pour la première fois, avec son diable et ses post-it. La photo de mariage fendue se trouvait toujours là où je l'avais laissée, sur le comptoir. Nadia a trouvé un nouveau cadre à la quincaillerie de la rue Fenwick, le même bâtiment au-dessus duquel se trouve le bureau de Delia. Nous l'avons remise sur son clou, avec sa fissure. Car certaines choses n'ont pas besoin d'avoir l'air intactes, pour continuer à avoir leur place. Exactement là où elles étaient. Tu sais ce qui m'a marqué, a dit Nadia, en fermant la dernière boîte avec du ruban adhésif. C'est qu'il pensait vraiment, que personne ici n'allait vérifier. Elle n'avait pas tort. Warren avait passé toute sa vie, à compter sur le fait que cette ville ne le regarderait pas de trop près. De la même manière qu'il avait compté sur le fait, que personne ne me regarderait de trop près. Il m'a dit un jour, debout dans cette même cuisine, que, ils ne te connaissent pas. Certain qu'il aurait le dernier mot. Il avait tort sur ce point également. À la fin de cette histoire, tout le monde à Aldey Springs savait exactement qui j'étais. En fin de compte, c'est Warren,
que cette ville a enfin vu clairement, pour la première fois.